Alors moi, je viens vous parler d'un cas concret, d'un projet qu'on a mis en place et qui n'est pas encore fini. Alors le Louvre, c'est ça, c'est 8 millions de visiteurs à peu près par an, donc c'est beaucoup de visiteurs, beaucoup de monde, de la queue, des visiteurs qui viennent du monde entier. Mais c'est aussi ça, c'est aussi un musée qui fait peur. Voilà, on ne sait pas où est l'entrée, c'est pas pour moi, c'est pour les riches. Un musée qui fait peur et du coup, moi je travaille dans un service qui s'appelle Démocratisation culturelle et action territoriale, qui est un service qui essaye justement de faciliter l'accès à nos collections et de casser un peu ces idées de ce musée qui fait peur. Alors c'est un service qui travaille dans les hôpitaux, dans les prisons, qui aussi essaye de faciliter l'accès au public du handicap à l'intérieur du musée. Et c'est aussi un service qui travaille sur les territoires. Et le projet dont je veux vous parler, c'est justement un projet sur les territoires. C'est ce que Alistair disait tout à l'heure à propos du musée qui attend patiemment que les publics viennent à lui. Nous, on essaye de sortir de nos murs, on essaye d'aller vers les publics. Et ce projet-là, c'est justement un exemple du Louvre qui vient chez vous, donc le Louvre chez vous. Alors, ce projet-là, il a démarré... on a signé une convention en juillet 2016. Il a vraiment démarré en fait en début 2017. Et il a lieu où? Il a lieu dans 2 quartiers qui se trouvent à Aulnay-sous-Bois et à Sevran. 2 quartiers de 2 villes différentes, mais en fait qui sont collés. Donc la population peut en fait utiliser des commerces de l'un ou de l'autre quartier. C'est pour ça qu'on a choisi les 2. Alors une petite carte pour vous montrer que ces quartiers, ils sont pas si loin. Ils sont à peu près à 45 minutes, 1 heure de Paris en train, 23 km. Mais pourtant, c'est vraiment 2 mondes qui se côtoient pas forcément. Ça m'est arrivé de rencontrer notamment des mamans à Sevran qui sont arrivées en France, je sais pas, il y a 10-15 ans et qui n'ont jamais mis les pieds hors de Sevran, qui n'ont jamais mis les pieds à Paris. Ces 2 quartiers très défavorisés où l'insécurité et la délinquance sont assez fortes. Et nous, on voulait vraiment essayer justement de casser ça et de créer du lien entre ces habitants et puis le musée du Louvre. Alors, un projet pour qui? Déjà, c'est peut-être la particularité, c'est que c'est un projet qui s'adresse à tout un bassin de population. Ça s'adresse à la fois aux tout petits, aux adolescents, les 12-25, aux adultes, aux personnes âgées dont on parlait tout à l'heure de plus de 65 ans. C'est vraiment pour tout le monde. Ce qu'on a décidé, c'est de s'appuyer sur les structures locales. Pourquoi? Parce que nous, on est le Louvre, on ne connaît pas ces quartiers, on ne connaît pas ces territoires, et on ne prétend pas arriver en sachant tout et en se disant « Ok, on est le Louvre, c'est parti, on y va ». Au contraire, on s'est dit on va s'appuyer sur des structures qui ont l'habitude de travailler, qui connaissent les territoires, qui connaissent les personnes, et ça va être un peu notre première base pour ensuite atteindre les habitants. Alors, vous avez ici... une quarantaine de structures avec lesquelles on travaille, des structures culturelles, parce qu'il y a une vie culturelle très riche dans ces 2 villes, des associations plutôt sociales, des structures de la ville, que ce soit des structures d'aide à l'emploi, du RSA, des services à l'enfance, à la jeunesse, des écoles, mais alors... Moi, je ne suis pas un service éducation, donc on essaye plutôt de toucher tout le reste, mais les écoles peuvent être un point d'appui aussi. Et puis, j'en reparlerai, mais des résidences sociales, des gardiens d'immeubles et des interventions dans les immeubles même. Alors, 40 structures, ça peut faire beaucoup. Il faut savoir qu'au début, et ce sera peut-être aussi une question de parler des difficultés et de ce qu'on a... Là, on a évolué. Au début, on avait établi un lien avec 2 centres sociaux, 2 bibliothèques, 2 théâtres. Donc, un pour chaque quartier. En se disant, on va avoir nos actions dans ces centres sociaux-là, et à partir de là, on va toucher toute la population des quartiers. Ça n'a pas du tout marché. Pourquoi? Parce que les habitants, eux-mêmes, dans les quartiers et dans les villes, n'ont pas forcément une très grande mobilité. Donc, si vous intervenez dans ce centre social-là, vous allez toucher les personnes qui le fréquentent, mais pas du tout le reste de la population. Donc, la première chose, c'est d'essayer d'ouvrir, à partir de ces centres sociaux-là, d'ouvrir à d'autres structures et en fait de multiplier vraiment les actions. Alors, tout en sachant que comment on a fait ça? Ce qui a été important, c'est d'avoir toujours la même équipe qui se rend dans les 2 villes. La même équipe parce que ce qui fonctionne vraiment, ça va être en fait le bouche à oreille. On parlait d'email tout à l'heure, effectivement, les emails, ça ne fonctionne pas. C'est de se déplacer, c'est d'y aller, de rencontrer les structures, de se faire connaître et de vraiment un peu montrer patte blanche. Alors, comment est-ce qu'on a fait au début?
Voilà, on s'est dit, OK, on arrive donc dans ces deux territoires qu'on ne connaît pas vraiment. Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer la population ? On a décidé de s'installer pendant 2 semaines dans un centre commercial, puisque eh bien, c'est là où vous pouvez un peu croiser tout le monde. On s'est installé dans un centre commercial à Aulnay-sous-Bois, qui a à peu près 20 000 visiteurs par jour, ce qui est l'équivalent du Louvre, parce qu'on a aussi, nous, à peu près 20 000 visiteurs par jour, avec une exposition de reproduction, des médiations très très courtes, et puis des ateliers famille. Alors comme l'exposition de repro était sur la thématique du mouvement, on a aussi fait venir des danseurs, on essaie toujours de mêler un peu les pratiques. Donc on a eu 2 spectacles dansés, notamment du hip-hop contemporain autour des œuvres. Donc ça a été au début honnêtement un vrai succès, on n'avait jamais fait ça. Mais je me souviens d'un mot dans le livre d'or d'une dame qui avait écrit « Mais enfin un petit musée à Aulnay-sous-Bois ». Donc ça, c'était notre point de départ pour rencontrer des habitants. Et puis aussi, c'était de participer à tous les événements locaux possibles, c'est-à-dire les fêtes de quartier, les kermesses, les fêtes d'hiver, les fêtes d'été, les fêtes de jardin, et d'être là à des endroits où on n'attend pas le musée du Louvre, d'être là dans le quotidien des habitants. Ce qui veut dire une adaptation du musée, parce qu'on vient chez vous, on vient dans votre quotidien, et donc ça veut dire animer un stand à côté de la sono et du sculpteur de ballon, ce qui n'est pas forcément quelque chose dont les équipes du Louvre ont l'habitude, je vous l'avoue. Alors, une fois qu'on a rencontré toutes ces structures, qu'est-ce qu'on fait avec elles ? On a essayé déjà, c'était très important, de proposer des formations au musée du Louvre et de proposer des sensibilisations aux équipes. Pourquoi ? Parce que des fois, vous allez avoir je sais pas, le directeur par exemple du maison de quartier qui était très content de bosser avec le Louvre, mais le reste de son équipe, pas du tout. La peur du musée dont je vous parlais au début, elle est aussi là dans les équipes, dans les acteurs locaux. Donc il fallait un peu casser cette réticence, casser cela, les faire venir au musée, leur montrer qu'au musée, c'est pas que l'histoire de l'art, et parce que voilà, tout le monde a dans l'idée les visites guidées qu'on a fait quand on était petit, où on a cassé la tête avec des chiffres, des dates, voilà, on a tous cette idée-là un peu du musée. Et donc, on voulait casser tout ça et justement leur montrer par les formations que le musée peut être aussi un lieu de jeu, un lieu de vie. Donc, des formations au musée, des sensibilisations. Et puis, ensuite, on voulait co-construire des projets avec les structures. Alors, co-construire, justement parce qu'on ne voulait pas, nous, arriver le musée du Louvre et dire, vous allez voir, nous, on sait quoi faire, on connaît vos publics, on fait ce projet-là avec ces œuvres d'art-là. Au contraire, on voulait s'inspirer, plutôt que les structures elles-mêmes nous disent, voilà, ça c'est nos missions, ça c'est nos publics, et nous on a envie de bosser sur tel sujet, et nous on allait venir en accompagnement plutôt de leur propre projet, en les aidant à le réaliser. Je vous donnerai quelques exemples juste après. Et puis, Creating Social Bonds, pourquoi ? Parce qu'on a essayé aussi de créer du lien entre ces structures. Il faut se dire que vous allez par exemple avoir une bibliothèque du quartier des Baudottes à Sevran et du quartier du Gros Sault à Aulnay-sous-Bois qui sont à 100 mètres l'une de l'autre. Mais comme ce n'est pas les mêmes villes, elles ont, et en plus c'est 2 politiques différentes, elles n'avaient pas forcément le droit de travailler ensemble. Et bien là, grâce au projet du Louvre, elles vont travailler ensemble puisque tous les 2 mois, on se rencontre, toutes les structures se rencontrent pour un comité opérationnel et tous les 2 mois, on discute ensemble de leur projet, de ce qui se passe. Et ce qui fait que ça crée aussi des connaissances déjà, des habitudes de travail entre les structures et des ponts entre les différents projets. Alors, je vous donne assez rapidement, il y a une vingtaine de projets en tout, donc j'en parlerai pas. Là, c'est un projet de jardinier. Donc, à Aulnay-sous-Bois, il y a 42 parcelles de jardins partagés où les habitants se rendent le soir après le boulot et cultivent. Et donc, ces jardiniers, c'est une association, ils avaient envie de travailler autour des 4 saisons d'Archimboldo. Donc, super. Alors, je suis venue intervenir dans les jardins. Ensuite, ils sont venus au musée suivre une visite, mais plutôt autour de la nature dans les œuvres. Ils sont allés visiter le jardin des Tuileries, ils ont rencontré les jardiniers, ils ont rencontré aussi la conservatrice en chef des jardins. Et leur projet, c'est de construire des épouvantails à la manière d'Archimboldo. Alors, ça peut paraître quelque chose, peut-être un projet assez basique, mais en fait, c'est hyper important puisque ça veut dire que l'art arrive dans le quotidien. Ma passion, c'est le jardinage, et tout d'un coup, je vais voir les collections du musée du Louvre à travers ma passion, et je vais pouvoir aussi me l'approprier. Alors, il y a énormément de projets qui vont tourner autour de la création artistique, de revisiter un peu les collections du Louvre, de se dire, OK, moi aussi, j'ai le droit de jouer à l'artiste et de m'inspirer. Alors là où je vous disais que ça crée aussi du lien, c'est qu'il va y avoir des centres de loisirs ou des centres sociaux
qui vont justement créer des œuvres d'art, qui vont monter des expositions, et ces expositions-là vont tourner. Par exemple, on a des enfants d'un centre de loisirs de Aulnay-sous-Bois qui ont créé une exposition qui va tourner dans une bibliothèque de Sevran. Ça veut dire que les habitants eux-mêmes aussi vont se déplacer pour venir voir cette exposition dans ce lieu. Là, ce sont des jeunes danseurs et des jeunes musiciens qui ont décidé de créer une chorégraphie et une musique autour du radeau de la Méduse. Alors pareil, c'est toujours en aller-retour. Ils sont venus au musée voir le tableau, suivre une visite autour du tableau, et aujourd'hui, ils sont en train de créer cette danse et cette musique. Alors, on a aussi fait intervenir, dans le mélange des pratiques, on a aussi fait intervenir des auteurs et des illustrateurs pour des... alors là, c'était dans les bibliothèques. Leur projet, c'était d'utiliser des œuvres du musée du Louvre pour imaginer une histoire et l'illustrer aussi. Donc, on a eu des ateliers d'écriture et des ateliers d'illustration. Alors, il y a énormément d'autres projets en plus, mais voilà, des projets très différents et qui vont vraiment dépendre des missions et des volontés des structures. Alors ça, c'était plutôt donc au niveau des structures. Et puis ensuite, on a voulu proposer une offre aussi directement pour les habitants, plutôt là en individuel. Et donc, on a proposé la création d'une artothèque. Une artothèque avec 200 reproductions du musée du Louvre. Ouais, on ne sort jamais les originaux, malheureusement, mais du coup, on bosse avec des reproductions. 200 reproductions du musée du Louvre qui seront mises à disposition des habitants pour les emprunter chez eux. Donc, si vous avez toujours rêvé d'avoir la Joconde chez vous, c'est bon. Alors, la particularité, c'est qu'il y a 3 thématiques: les chefs-d'œuvre, les femmes et le sport. Pourquoi ces 3 thématiques? On est toujours sur la co-construction. Nous, on ne se voyait pas venir justement sans nos chefs-d'œuvre, sans la Joconde. Ça, c'était un peu notre partie. Et les 2 thématiques, c'était les volontés des villes. La question des femmes, c'est une question très sensible dans ces 2 quartiers. Et la question du sport, que nous, on a tourné plutôt en la question du mouvement, puisque cette artothèque, c'est que des œuvres 2D, donc on ne pouvait pas inclure les sculptures notamment. Et donc 200 œuvres, et ça c'est vraiment intéressant, 200 œuvres qui vont être choisies par les habitants eux-mêmes. Donc on a fait une présélection évidemment sur les 35 000 œuvres qu'on présente, mais ce sont ensuite les habitants, lors de soirées de sélection, c'est ce que vous voyez ici, qui sont venus choisir les œuvres qu'ils voudraient avoir dans cette artothèque, qu'ils voudraient avoir chez eux. Je précise que dans cette sélection, il n'y avait pas de cartel, il n'y avait pas de titres d'artistes, de noms d'artistes ou de titres d'œuvres ou de dates. On était vraiment sur l'émotion, sur le j'aime, j'aime pas. Parce que ce qu'on veut casser, et ce qui revient souvent, c'est le je connais pas, moi je sais pas, ou alors ah, c'est Léonard de Vinci, il a l'air connu, je prends ça. Non, on voulait vraiment que ce soit des œuvres qui soient choisies, que vous savez, qui vous touchent vraiment, que vous avez vraiment envie de mettre chez vous, d'avoir dans votre salon, d'avoir dans votre chambre. Et ce qui veut dire un nouveau regard sur nos collections, puisqu'il y a des œuvres, voilà, vous avez fait 5 ans d'histoire de l'art, il y a des œuvres que vous avez en tête, qu'on vous a parlé, et qui là ne sont pas choisies par ses habitants. Et c'est génial, parce que nous, ça nous donne un nouveau regard, et ça nous force aussi à bosser sur des œuvres qui ne nous apparaissaient pas forcément intéressantes, mais qui en fait le sont d'un autre point de vue. Donc là, vous avez justement cette artothèque qui est là, c'est à Sevran, dans la maison de quartier. Alors, la scénographie peut paraître assez simple, mais là aussi, on est en co-construction. Donc, la scénographie a été réalisée par les villes et par les équipes des structures. Les reproductions, c'est du PVC plastique, tout simple. Et alors, pour la petite anecdote, parce que, bon, au début, c'était pas si facile parce que la question d'emprunter des reproductions d'œuvres du musée du Louvre, c'est pas une pratique qu'on a l'habitude de faire, donc ça a pris un petit peu de temps et maintenant ça fonctionne plutôt bien. Et on a des habitants, notamment une habitante qui s'appelle Jacqueline et qui, elle, est un petit peu tombée amoureuse de la femme au miroir de Titien. Normalement, le prêt, ça dure 3 semaines et ça fait environ 4 mois que toutes les 3 semaines, elle vient me voir et elle me dit « Anaïs, est-ce que je peux la réemprunter de nouveau ?» Donc l'idée, c'est vraiment voilà, que les œuvres, elles intègrent le quotidien des habitants, et qu'ensuite, quand ils viennent au musée, ils aient un rapport différent avec cette œuvre parce qu'ils l'ont eu pendant 3 semaines dans leur salon, dans leur cuisine, et donc ils ont un rapport tout à fait différent avec l'œuvre. Alors, dans cette idée aussi de casser un peu l'image du musée et d'animer aussi cette artothèque, on propose des cafés Louvre. Alors, les cafés Louvre, il y en a un à peu près toutes les 2 semaines, mais dans des lieux différents. Des 2 quartiers. Un café Louvre, qu'est-ce que c'est? On parlait de nourriture tout à l'heure, c'est un peu la même chose, dans le sens où on va prendre un café, on va prendre du thé. Alors, c'est vrai que les mamans font souvent des pâtisseries, donc ça, c'est plutôt chouette. Et on va discuter autour des tableaux. Donc, c'est pas un cours d'histoire de l'art, c'est pas une conférence. On va discuter
par rapport à vous, ce que vous ressentez par rapport à ces œuvres, ce que vous en pensez, comment ça résonne dans votre quotidien. Donc il y a des cafés Louvre où je ne vais pas parler des artistes, où je ne vais pas faire de remise en contexte, où on va être juste vraiment sur l'émotion, mais c'est pas grave, parce que cette partie histoire de l'art, elle peut arriver ensuite au musée face aux vraies œuvres. Là, je suis pas avec les vraies œuvres. Alors ça peut prendre différentes formes, mais surtout, là où on veut arriver, c'est justement de libérer la parole face aux œuvres. De plus être face à quelqu'un qui nous dit non mais moi je sais pas, je peux pas parler de cette œuvre. Mais si n'importe qui peut parler d'une œuvre, parce que l'œuvre, elle va vous parler différemment selon votre émotion ou selon votre vécu. Alors, on utilise différents outils. Et notamment, là, ce que je tiens dans la main, c'est un petit morceau de regard. Ça peut être aussi un morceau de sourire. On sort un sourire qui appartient à un portrait. Et tout simplement, on dit, bah voilà, d'après vous, ce sourire, c'est un homme, c'est une femme. Il a l'air vieux, il a l'air jeune. Ça pourrait être qui? Et en fait, par ce petit jeu, la parole se libère. Et ensuite, quand on sort les reproductions, les habitants, ils ont énormément de choses à dire sur ces œuvres. Et énormément de vraies choses. Et ce qui aussi, nous pousse à regarder les œuvres autrement. Et ce qui a pour but aussi de donner des habitudes. C'est-à-dire que si vous faites une conférence, que vous êtes devant les personnes et vous dites « Alors, cette œuvre-là, elle a été faite en telle année, blablabla », ok, la personne ressort de la conférence en se disant « Ah, j'ai appris plein de choses ». Mais quand elle va arriver au musée, elle n'a pas de clé pour mieux comprendre, à part de suivre une autre visite. Alors que là, si on se questionne tous ensemble sur une œuvre, mais ensuite, quand le groupe vient au musée, eh bien, il va pouvoir continuer la même chose. Là, ça crée aussi du lien, puisqu'on a des habitants maintenant de Sevran qui vont venir à des cafés Louvre d'Aulnay et vice-versa, ou qui vont aller dans d'autres lieux, structures où ils n'avaient pas l'habitude d'aller, parce qu'il y a une thématique qui les intéresse, etc. Donc ils vont un peu tourner comme ça. Là, vous avez une photo d'une mallette sensorielle. Ça, c'est des outils qu'on utilise dans toutes nos interventions. Je veux dire aussi dans les hôpitaux ou dans les prisons. Ces mallettes, elles sont très pratiques parce que, toujours pour libérer la parole et pour développer un peu les émotions, on a dedans des senteurs, des musiques et des objets à toucher. Je vous parlais des 4 saisons d'Archimboldo tout à l'heure, sur lesquelles les jardiniers travaillent. Du coup, je suis venue avec cette mallette-là, et dedans, vous avez des odeurs des différentes saisons. Et là, en fait, c'est pareil, ça libère complètement la parole en démarrant par « Ok, vous, c'est quoi votre saison préférée? Ah, cette odeur-là, ça vous rappelle quoi? Ça me rappelle, je sais pas, l'odeur des châtaignes durant l'hiver, etc. » Et donc, de nouveau, un peu des astuces pour libérer la parole. Alors on a aussi, mais ça c'est venu en second temps, proposé des ateliers plus plastiques, ce qui a aussi très bien fonctionné et ce qui a permis aussi de nouveau de casser cette idée que voilà, moi je suis pas artiste, moi je sais pas faire, ou aussi tout simplement j'ai pas assez d'argent pour me payer des cours d'art plastique, et ça notamment, je pense, ça a un peu développé les choses ou développé les compétences. Je pense à un habitant d'Aulnay-sous-Bois qui s'appelle Hassan, qui est marocain d'ailleurs. Et Hassan, pendant ses ateliers, il s'est découvert un peu une passion, enfin un talent d'artiste. Et aujourd'hui, et je suis un peu sotte, j'aurais dû mettre une photo, mais aujourd'hui, en fait, il a développé des petites sculptures enfin des bas-reliefs en métal repoussé, et il utilise les œuvres du Louvre, et donc il fait aussi des ateliers pour nous à partir de son œuvre, de son art qu'il a créé. Donc ça, c'était plutôt une belle chose. En termes d'outils qu'on peut utiliser pour changer un peu la perception du musée, ça s'appelle le Louvre à jouer. Le Louvre à jouer, c'est un module qui est fait cette fois plutôt pour les enfants, pour les 6-12 ans. Un module qui est composé de boîtes en bois avec écrit Louvre dessus, qui sont fermées, et les enfants arrivent. Donc c'est surtout pour les enfants des centres de loisirs, mais on l'a fait aussi pour des familles. Les enfants arrivent et ils ont ces boîtes fermées, ils ont quelqu'un qui arrive et qui joue le rôle de la directrice s'il vous plaît, du musée du Louvre, et qui arrive et qui dit « Ah là là, mon équipe n'est pas venue, comment je vais faire pour monter le musée ?» Elle embauche ces enfants, ils vont monter le musée, ils sortent les murs, ils sortent les sols, ils installent les œuvres, et une fois que le musée est monté, on dit « Ok, super, bravo, vous avez fait un musée, vous avez compris ce que c'était un cartel, etc. » Et maintenant, qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque les métiers du Louvre. Donc là, on va ouvrir la dernière caisse. Et dans cette dernière caisse, il y a des accessoires de tous les métiers, ou presque, d'un musée, et les enfants vont jouer les rôles. Ils vont jouer le rôle du conservateur, du guide, du pompier, de l'agent de sécurité, et ils vont jouer dans ce musée. Ce qui veut dire qu'ensuite, quand ils vont venir pour de vrai au musée, mais en fait, ils sont chez eux, c'est des experts. Ils vont commencer à vous dire « Ah non, mais cette œuvre-là, sur ce mur rose, franchement, non, il aurait fallu mettre du gris. » Ou alors, en parlant de l'agent de sécurité, « Ah, mais lui, il fait le même boulot que moi. »
Donc là aussi, on passe par le jeu pour essayer de changer la perception de ce musée et pour faire que ensuite les habitants, quand ils vont venir au musée, ils connaissent les choses, ils sont à l'aise et ils se sentent chez eux. Et donc c'est justement ça. Venir au musée, alors tous les projets, la vingtaine de projets dont j'ai brièvement parlé, tous les projets sont toujours accompagnés de visites au musée. C'est toujours en aller-retour. Et ensuite, pour les habitants, on propose une visite guidée par mois, gratuite, avec les transports gratuits jusqu'au Louvre. Ça peut être en bus, ça peut être en RER. Alors, pour tout vous avouer, les premiers mois, on a proposé ça. Il y a 25 places dans la visite. Les premiers mois, si on avait 10 ou 12 personnes, on était content. Là, ça fait 1 an et demi qu'on est sur le projet et maintenant, chaque mois, on a une file d'attente pour participer. Et les 3/4 du temps, les 3/4 des participants n'ont jamais mis les pieds avant au musée du Louvre. Donc, en tout cas, par ces visites, ça semble plutôt fonctionner. Alors, la question de « et après, qu'est-ce qui va se passer ?» puisque le projet se termine là à la fin de l'année et qu'on parlait tout à l'heure de temporalité, on n'a pas envie que ça reste un projet qui a duré, voilà, et puis le Louvre s'en va et c'est fini. Déjà, il faut se dire qu'on va avoir une restitution au musée du Louvre, on va inviter tous les habitants, ça aura lieu le 24 novembre de cette année, donc si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à venir, où on va pouvoir faire une restitution de tous les projets, notamment, je parlais de la danse ou de la création musicale, dans l'auditorium du musée. Et ensuite, l'idée, c'est que ce soit les habitants qui jouent au guide dans le musée. Donc, les habitants iront se promener dans le musée du Louvre en écoutant, pas les explications, parce que de nouveau, c'est pas ça, mais les discours des autres habitants qui vont leur parler d'une œuvre, mais peut-être justement en parlant d'une œuvre à travers une recette de cuisine ou en parlant d'une œuvre à travers de la musique ou autre. Donc, on est venu chez vous, vous êtes venus chez nous, et là, vous vous sentez vraiment chez vous, chez nous, et vous avez complètement ce rôle de parler aussi devant ces œuvres d'art, et c'est plus quelque chose juste pour les professionnels, pour les guides, mais c'est quelque chose pour tout le monde. Et dans le « et après », déjà on fait don de cette artothèque. Les 200 reproductions, elles sont en 4 exemplaires, elles sont déposées dans 2 bibliothèques et dans 2 centres sociaux. Et en ce moment, on est en train de former les équipes de ces centres sociaux et de ces bibliothèques à animer eux-mêmes les cafés Louvre. Donc là, après l'été, les cafés Louvre animés par le Louvre, c'est fini. Au contraire, ça va être les bibliothécaires, les profs de français du centre social, les animateurs, qui vont eux-mêmes animer ces cafés Louvre à leur manière, avec leur discours, pour que ça continue, puisque les habitants ont pris l'habitude vraiment de venir toutes les semaines. Alors pour terminer cette présentation, ce projet, il était vraiment voulu justement pour ne pas être un projet paillettes, mais pour être un projet qui donne des clés et qui donne des habitudes pendant 2 années, dans l'idée qu'ensuite, quand on part, eh bien, ces structures ou ces habitants ont acquis des habitudes, des clés et ont envie de continuer à venir dans les musées. Je vous remercie.